Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie, écrivait le grand reporter Albert Londres. Notre invité du jour marche sur ses traces. Journaliste indépendant, spécialisé dans l'infiltration, Valentin Gendreau est notamment connu pour avoir infiltré le commissariat du 19e arrondissement de Paris. Il en a tiré un livre intitulé « Flic », un récit urgent qui dévoile les coulisses d'une profession souvent accusée de violence, de racisme et au taux de suicide anormalement élevé. À l'occasion de la parution de son nouvel ouvrage, l'I3P infiltré, il nous parle de cette méthode journalistique singulière et engagée qui consiste à se mettre dans la peau des autres pour raconter leur vie. À la suite de cet entretien, nous vous proposons quelques conseils de lecture qui sont autant d'invitations à plonger dans d'intenses expériences journalistiques et aiguiser notre regard sur le monde. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti! Bonjour Valentin Gendreau et merci beaucoup de votre venue à notre micro pour le podcast des éclaireurs de dialogue. Alors vous êtes journaliste indépendant et depuis 2014 vous vous êtes spécialisé dans l'infiltration. Vous vous êtes ainsi glissé dans la peau d'un travailleur précaire dans 5 grandes entreprises du Nord, une expérience qui a donné lieu à l'ouvrage Les Enchaînés, paru sous le pseudonyme de Thomas Morel. Et puis sous votre vrai nom, vous avez infiltré la police, une immersion que vous racontez dans l'ouvrage Flic et dans le livre L'I3P infiltré qui paraît en cette rentrée aux éditions Albin Michel. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui vous a mené en premier lieu vers ce type de journalisme, à savoir l'infiltration ? Il y a 2 éléments. Moi, j'ai fait l'école de journalisme de Bordeaux entre 2009 et 2011. Et en 2010 paraît Le Quai de Ouistreham de Florence Aubenas. Et on a la chance à ce moment-là d'avoir un prof qui nous parle de ce livre-là et qui nous parle de la technique du journalisme d'infiltration. Et je lis ce livre et pour moi, c'est un vrai électrochoc. En me disant que la démarche est absolument géniale de pouvoir raconter comme ça de l'extérieur, de l'intérieur plutôt, les cuisines, des conditions de travail, des modes de vie, de gens dont on n'entend absolument jamais parler. Donc quand je quitte Bordeaux en 2011, je veux déjà faire du journalisme d'infiltration. Sauf que je me rends assez vite compte que si je suis diplômé d'une école de journalisme, je ne suis pas encore journaliste moi-même. Donc je vais me former un peu sur le terrain, en radio, en local et aussi à Ouest France pendant 20 mois. Et à la fin d'Ouest France, je veux faire des infiltrations, je me sens prêt à le faire. Et je pars sur l'idée de raconter le travail précaire. Parce que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de faire des articles sur des entreprises en Mayenne, le département où je travaillais. Et on n'avait que le point de vue du patron, du DRH. On n'avait pas le point de vue des ouvriers. On n'avait pas le point de vue de ce qu'ils pouvaient endurer eux tous les jours en termes de cadence, de conditions de travail, de rythme, de contrat de travail aussi. Et donc me glisser dans la peau d'ouvrier précaire, c'était mon premier leitmotiv. Et donc je me lance là-dedans en 2014, j'habite à Lille. Et mon premier pas dans l'infiltration, c'est dans une usine de chocolat industriel de la marque C'est Moi, une usine qui est basée à Villeneuve-d'Ascq. Et je fais ça pendant 3 mois. Et je trouve que c'est une liberté folle que de pouvoir infiltrer. Donc j'ai continué pendant plusieurs années à infiltrer. Dans l'I3P infiltré, vous évoquez Florence Aubenas, dont vous venez de parler, et vous dites que dans sa promotion de son livre, elle livrait quelques clés pour réussir une infiltration, et qu'il y en a une qui vous semble fondamentale, c'est qu'un infiltré ne doit pas s'inventer une vie. Comment est-ce qu'on compose alors avec son vécu et avec soi-même ? Il y a 2 choses que je modifie dans mon CV, ou dans ma vie personnelle. C'est évidemment mes années d'école de journalisme et mes années de journaliste. Donc tout ça sur le CV, ça disparaît. Donc je trouve des subterfuges pour arriver à gommer ces années-là, pour qu'évidemment le mot journaliste n'apparaisse absolument pas sur le CV. Et pour le reste, si je suis en couple au moment où je fais une infiltration, la personne avec qui je suis en couple n'existe pas. J'apparais comme un célibataire. Ce sont uniquement ces 2 choses-là que je gomme. Tout le reste, je ne mens pas. Je suis la personne que vous avez là face à vous ce matin et la personne que vous entendez aujourd'hui. Voilà. Mais on est vraiment soi-même ou on se compose tout de même un rôle ? J'aime beaucoup, moi, le lien humain, le contact humain. Donc, discuter avec les gens, de la pluie, du beau temps, de tout, de rien, c'est vraiment pas une difficulté. Je me force absolument pas à le faire. J'ai mes propres techniques, évidemment, notamment de parler de foot. Quand je rentre dans un lieu, une nouvelle infiltration, je parle de foot.
Je suis supporter du Stade Rennais. Je peux parler du Stade Rennais, je peux parler de tous les clubs de Ligue 1, de Ligue 2, avec n'importe qui. Et la grande qualité du foot, c'est que ça a quelque chose d'universel. Que vous soyez dans une usine de voitures ou que vous soyez dans un commissariat, vous pourrez parler de foot. Et ça, c'est un vrai vecteur d'intégration, le foot. Et puis après, je compose avec d'autres choses. Par exemple, dans une usine, si on me parle d'un film que tout le monde a vu, je vais aller le voir aussi, même si de moi-même, j'y serais pas allé. C'est aussi un vecteur d'intégration. Si c'est une série à la mode, si c'est un jeu vidéo à la mode, je vais aussi m'intéresser à ça. Là, du coup, je compose, effectivement. Mais le premier lien, vraiment, c'est le foot. Et ça marche à chaque fois. Quand vous vous infiltrez, vous côtoyez de nombreuses personnes, vous rencontrez de nombreuses personnes, vous questionnez, vous notez, surtout le soir, vous noircissez des carnets. Et puis parfois, dans ces infiltrations, il arrive que le masque tombe et que à certaines personnes, vous disiez que vous êtes un journaliste infiltré, sous le sceau du secret, bien sûr. Ça arrive pendant les enchaînés, dans votre première infiltration, ça n'arrive jamais lorsque vous êtes dans la police. Pourquoi c'est impossible à ce moment-là ? C'est pas que c'est impossible, c'est juste que une des grandes problématiques de la police, c'est que c'est très corporatiste comme univers. Viriliste, mais aussi corporatiste. Et il y avait des policiers, évidemment, avec qui je m'entendais bien, à qui j'aurais pu le dire, mais parce qu'on est dans un monde corporatiste et que je ne savais pas comment ils allaient pouvoir réagir à une annonce pareille, j'ai préféré me taire. C'est 2 ans dans la police, flic. Donc c'est quelque chose d'extrêmement engageant, et j'avais pas envie de tout mettre par terre par un aveu comme ça à quelqu'un avec qui je m'entendais bien. Donc j'ai préféré ne rien dire. Et c'est la seule fois où je l'ai fait, parce que les infiltrations précédentes, ça m'est arrivé régulièrement, le dernier jour de travail ou le lendemain, de dire à des gens, à des collègues avec qui je m'entendais bien, en fait, on était collègues, mais j'étais aussi journaliste. Mais parce que les enjeux n'étaient pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que vous êtes ouvrier intérimaire dans une usine, vous n'êtes pas attaché à l'usine. Vous en fichez, vous savez très bien que vous n'allez pas rester toute votre vie dans cette usine-là. La police, généralement, les gens y restent toute leur carrière. Et comme on est, encore une fois, dans un monde très particulier, violent, corporatiste, je préférais ne rien dire. Et quand on le dit, ça soulage ? Ouais, mais là, je le disais à des gens qui savaient déjà. Me soulager, c'était auprès de gens qui étaient déjà dans la confidence. Uniquement. Vous vous racontez dans votre livre la façon dont vous rencontrez les gens, dont vous questionnez, dont les gens se livrent, dont vous respectez aussi la confidentialité, vous transformez les noms. Est-ce qu'on se fixe des limites à ne pas dépasser ? Est-ce que tout en se permettant quand même de dire et d'écrire, comment est-ce qu'on arrive à composer avec tout ça, justement ? Mais pour la police, par exemple, la seule limite que je me suis fixée, c'était mon intégrité physique. Si jamais elle est menacée, je m'autorise à faire usage de ma propre force. Alors, je ne suis pas un grand combattant, je ne suis pas quelqu'un de bagarreur ou de violent du tout, mais si jamais j'avais pas d'autre solution, c'est exactement ce que j'aurais pu faire. C'est jamais arrivé. Pour l'I3P Infiltré, le livre là qui sort, chez Albin Michel, les limites, c'était de respecter la confidentialité des gens et de leur faire relire aussi. Il y a des familles qui se sont confiées à moi, qui m'ont ouvert leurs portes. Le minimum pour moi, c'était de jouer la carte de la transparence et de leur faire relire. Évidemment, il y a l'anonymat, mais il y a aussi les rassurer, quelque part. Parce que quand on parle de la maladie mentale, c'est quelque chose qui est extrêmement lourd pour la personne malade elle-même, mais aussi pour l'entourage. Et quand on accepte d'ouvrir les portes, il faut en échange donner des garanties. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et le lien de confiance, il doit être aussi établi. Et le lien de confiance dans une infiltration, dans la police pour le coup, comment on le gère justement, parce qu'en l'occurrence personne ne savait, et puis à un moment où tout le monde a su, comment est-ce qu'on gère cette partie-là, ces réactions, est-ce qu'il faut s'armer avant ? Il faut savoir mentir. Le lien de confiance, il est toujours extrêmement écorné quand on fait une infiltration comme celle dans la police. Et les liens que j'avais pu tisser avec des policiers avec qui je m'entendais bien, je savais que ça allait durer le temps de l'infiltration. 6 mois, pas plus. Une fois que je suis parti. J'ai pas donné de nouvelles à ces policiers-là, et eux m'en ont pas donné non plus d'ailleurs. Donc le lien de confiance, il existe pas vraiment en fait. En tout cas de moi vers eux. De eux vers moi peut-être plus. Mais moi j'étais là pour un reportage. Et il y avait que moi à le savoir dans le commissariat. Donc après, c'est sûr qu'il y a une forme de surprise pour eux, le jour où le livre a été publié. Mais la garantie que je leur ai donnée, sans leur en parler d'ailleurs, évidemment, c'est l'anonymat. C'est-à-dire que de l'extérieur, personne n'est reconnaissable. Je le fais parce que évidemment il y a le principe de l'infiltration et qu'eux n'étaient pas au courant, donc forcément je peux pas jeter en pâture leur identité.
Et ensuite, policier, c'est un métier à risque. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi quand on parle de la police. Il y a des policiers qui ont été tués à leur domicile, par exemple, par des terroristes. C'est un métier où oui, vous risquez parfois votre vie quand vous l'exercez ou même dans le cadre privé. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est ce qu'on découvre dans le livre Flic, on découvre tous les dysfonctionnements du système policier en France, on découvre les conditions de vie et de travail extrêmement dégradées des policiers, la violence ordinaire, le racisme ordinaire. Et dans toutes vos infiltrations, vous nous plongez dans des systèmes qui dysfonctionnent, vous nous amenez à nous interroger sur ces systèmes-là et vous ne jugez pas, c'est toujours une tentative de comprendre. Alors est-ce qu'à l'origine de chaque infiltration, il y a une incompréhension? Est-ce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui coince? Non. C'est pas forcément quelque chose qui coince. Par exemple, quand on parle du livre Les Enchaînés, les infiltrations que j'ai pu faire dans ces entreprises-là, il n'y a rien qui coince. C'est juste que c'est un monde méconnu pour le grand public, en tout cas pour les gens qui ne sont pas au fait du monde ouvrier, qui n'ont pas de personnes dans leur famille à être ouvriers à la chaîne ou des choses comme ça. Dans la police, il y a quelque chose qui coince, mais ça on le sait déjà, en quelque sorte. Moi, ce qui m'intéresse quand je vais dans la police, c'est d'arriver à me placer un peu au milieu des pro-flics, ceux qui vont défendre l'action des forces de l'ordre coûte que coûte, et de ceux qui vont plutôt dénoncer les violences policières. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir parler à la fois du mal-être policier et des violences policières. Et je ne suis pas là pour donner mon avis. J'ai le sentiment qu'on bascule un peu dans une société où tout le monde donne son avis tout le temps. Moi, mon avis, je le donne dans ma sphère privée. Le reste du temps, personne n'a à savoir ce que je pense réellement de ci ou de ça. Je trouve qu'on ne doit pas basculer dans une société du bistrot permanent, parce que sinon, ça devient compliqué. Moi, je suis simplement là pour rapporter les faits. Une règle journalistique très simple, les faits, les faits, les faits. Point. Voilà, c'est tout. Au début, quand vous vous lancez dans cette infiltration, elle doit durer 9 mois, 3 mois de formation et puis 6 mois dans la police. Et puis ça ne se passera pas comme ça va durer 24 mois, parce qu'au milieu, il y a 15 mois dans l'I3P. Alors ça fait qu'il y a une infiltration qui est prévue, qui est volontaire, et puis une qui est imposée. Est-ce qu'on vit les choses différemment et est-ce que la démarche vers l'écriture est différente aussi? Ouais, évidemment, c'est une grande surprise quand j'arrive dans l'I3P. Donc je fais 3 mois d'école dans l'école de police de Saint-Malo, et ensuite ma première affectation, c'est là-bas. L'I3P, donc c'est à côté de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, et c'est une infiltration par hasard. C'est-à-dire que moi, je veux infiltrer la police et je me retrouve à infiltrer un service psychiatrique. Très étonnant comme truc. Et évidemment, le premier jour, c'est une tempête sous un crâne. Qu'est-ce que je fais? Je reste pas. La cadre de santé de la structure m'informe que je vais devoir rester 1 an. Bon, j'ai pas signé pour 1 an dans la psychiatrie, mais je reste parce que c'est aussi un autre monde que je ne connais pas. C'est aussi une plongée dans un univers qui m'est totalement méconnu. Et ça, assez rapidement, je me dis, je vais prendre mon mal en patience et je vais continuer à noircir mes carnets. Et puis, je sais qu'un jour, je vais rentrer dans un commissariat, donc je vais attendre. Et j'attends, et il se trouve que 2 ans dans la police, j'en écris 2 livres qui sont sur 2 sujets complètement différents, la police et la psychiatrie. Alors l'I3P, on ne connaît pas beaucoup cette structure. On dit parfois que c'est la boîte noire de la police. De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors l'I3P, c'est l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. C'est une structure unique en Europe. Et c'est le service des urgences psychiatriques de la police parisienne. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez un homme qui court nu dans la rue avec un couteau à la main et qui tente d'agresser des gens. La police intervient, interpelle la personne, et cette personne, parce qu'elle présente des troubles du comportement, sera placée, orientée vers l'I3P. Et à l'I3P, cette personne-là, qui était nue et qui présentait des troubles du comportement, sera examinée par un psychiatre, et le psychiatre va dire on hospitalise vers un hôpital psychiatrique ou on n'hospitalise pas. Et moi, mon boulot consistait à emmener cette personne-là vers un hôpital psychiatrique, parisien ou d'Île-de-France. Donc c'est très particulier. C'est un service où il n'y a que des policiers qui peuvent emmener des gens. Alors que si on prend l'exemple de Brest, il y a le service d'urgence psychiatrique, il y a un hôpital psychiatrique. Lorsque des policiers interpellent des gens, ils vont aller dans le service d'urgence psychiatrique classique, comme les pompiers, comme des gens qui iraient aux urgences psychiatriques de leur plein gré, ou des familles qui vont emmener l'un des leurs aux urgences psychiatriques. C'est le même service pour tout le monde. À Paris, il y a le service commun et il y a le service réservé à la police. Alors, lorsque vous écrivez l'I3P infiltré, vous décidez de nous raconter cette infiltration, mais vous voulez aussi retrouver des malades qui vous ont marqué pendant cette année, ces 15 mois, et donc vous décidez d'essayer de contacter leur famille et de les retrouver et de dresser des portraits de leur parcours de vie, de leur entrée dans la maladie. En quoi est-ce qu'il était important de prolonger l'enquête ?
Parce qu'on pourrait simplement s'arrêter aux faits divers. Il y a un homme dans le livre, Pascal, il a tué quelqu'un à Châtelet. Il a tué un jeune homme de 22 ans. Et le jour où il commet cet acte horrible, évidemment, BFM TV, CNews, LCI, France TV Info, etc. sont sur les dents. Et on a des directs de Châtelet où on voit un journaliste sur le terrain dire il y a eu un fait divers, etc. Et on pourrait s'arrêter à ça, simplement. Sauf que c'est pas suffisant pour moi. Moi, j'ai besoin d'essayer de comprendre qui est cette personne-là. Et il se trouve que c'est un homme qui a 34 ans, qui est schizophrène, non déclaré, donc c'est-à-dire sous les radars, et qui, parce qu'il était sous les radars, commet un jour cet acte-là. Et je raconte son expérience, son parcours de vie. Comment est-ce qu'on bascule dans la maladie mentale? Comment est-ce qu'on tombe dans la folie? Alors, il y a Pascal, mais il y a aussi 3 autres personnes que j'ai retrouvées. Donc je suis allé voir les familles. Des fois, je me suis fait jeter parce que les gens ne voulaient pas parler. Et à chaque fois, évidemment, je garantis leur anonymat parce que c'est là aussi une donnée importante dans mon équation. C'est-à-dire parler de la maladie mentale, donner des exemples précis, mais sans jeter en pâture les noms, parce que ça n'a pas d'intérêt en final. C'est un monde qui fait souvent peur, celui de la folie, notamment dans le traitement médiatique qui en est fait habituellement. Et vous, c'est vraiment dans un récit très humain que vous nous plongez. Alors c'est un récit qui aborde le fonctionnement des hospitalisations sous contrainte, le rôle des soignants, la gestion des cas difficiles, l'état des structures psychiatriques aujourd'hui en France, mais qui livre aussi ces récits de vie avant l'irruption de la maladie et qui rend la folie extrêmement humaine. Est-ce que finalement tout l'enjeu de ce livre, c'était de donner des visages à ce monde invisible, de le remettre au cœur de notre société ? Bien sûr. On a pendant des années mis les fous à l'écart de la société. Il y avait la période de l'asile, de l'internement. Aujourd'hui, les malades mentaux sont insérés dans la société, ou en tout cas, on a mis des hôpitaux psychiatriques en ville, ou au plus près de chez eux. Sauf qu'il y a toujours une énorme forme de stigmatisation vis-à-vis d'eux. Donc ce récit-là, ces portraits-là, ça vise à humaniser, effectivement, comme vous venez de le dire, ces personnes. C'est-à-dire que certes, ce sont des malades mentaux, mais ce sont avant tout des gens qui sont en grande souffrance. Et que c'est important de pouvoir raconter leur souffrance, que c'est important aussi de pouvoir raconter comment ils deviennent malades. Qu'est-ce qui a fait que, pourquoi cette personne-là est tombée malade et pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous? Pourquoi cette loterie? C'est intéressant de raconter ça. Et du coup, en faisant ça, de sortir de cette stigmatisation-là. Cette peur de la folie, elle est présente aussi pour vous au tout début. Est-ce qu'écrire ce livre, ça la réduit, ça permet de l'apprivoiser? Cette peur de la folie, elle peut poindre quand j'infiltre. Et notamment de me retrouver dans ce service psychiatrique-là. C'était ma 6e infiltration, je crois. Évidemment qu'il y a toujours une part un peu schizophrénique à infiltrer, parce que vous êtes vous-même, mais vous n'êtes pas complètement vous-même. Il y a une forme de dissociation de la personnalité. Donc évidemment, cette question-là, elle arrive. Est-ce que je ne suis pas en train de devenir un peu fou? Et puis finalement, je le raconte dans le livre, je vais voir un psychiatre à un moment qui travaille dans la structure de l'I3P, et il m'explique non, la schizophrénie, c'est avant 30 ans, et j'ai déjà 30 ans. Donc en fait, tu peux pas être malade. Et c'est assez rigolo la manière dont il me le raconte. Donc je sais que je suis pas schizophrène, que j'ai pas de tendance à la schizophrénie, simplement que je suis quelqu'un qui sait bien mentir et qui, comme dans la série Le Bureau des légendes, invente une légende. Et le fait d'inventer une légende et qu'elle soit suffisamment solide et stable et soluble dans le temps aussi, ou insoluble dans le temps, pardon, permet pour moi de pouvoir continuer à infiltrer sans trop peiner, quoi. Mais 6 ans consacrés à l'infiltration, c'est beaucoup, ça ne laisse peut-être pas indemne. Aujourd'hui, on connaît votre nom, on connaît votre visage. Est-ce que ça signe la fin d'un cycle pour vous? Est-ce que vous voulez encore infiltrer? Que nous réserve demain? C'est une vaste question et je peux pas complètement vous répondre parce que j'en sais rien moi-même. Je sais pas, j'ai des idées d'infiltration, donc je voudrais pouvoir continuer à infiltrer. Mais comme on vient de le dire, c'est effectivement c'est parfois difficile psychologiquement d'infiltrer. Et il faudrait parfois, c'est une des orientations que je pourrais prendre, me tourner vers un journalisme un peu plus conventionnel. J'ai commencé à le faire avec l'I3P Infiltré, puisque je suis retourné voir des familles en me présentant moi-même comme un journaliste. Donc c'est une vraie démarche de journaliste. Là, il n'y a pas d'infiltration à ce moment-là, quand je vais les voir, en tapant à leur porte, en disant « Bonjour, je voudrais que vous me racontiez ». Là, il n'y a pas de mensonge là-dedans. Après, je ne sais pas de quoi demain sera fait, effectivement. Je ne sais pas si je vais me relancer dans des infiltrations. Ce n'est pas l'envie qui manque. Mais la médiatisation fait que ça rend la chose un peu plus compliquée. Ou si je vais
me tourner vers un journalisme plus classique. Je peux pas vous répondre en fait. Au tout début de votre volonté d'aller vers ce type de journalisme, il y a un livre, celui de Florence Aubenas. Dans vos livres, vous en citez d'autres, des récits d'infiltration qui vous ont marqué. Est-ce que vous accepteriez peut-être de nous parler de l'un d'eux qui vous semble important de lire, de découvrir? Le patron de l'infiltration, c'est Günter Wallraff. Günter Wallraff, c'est un journaliste allemand qui, au début des années 80, a écrit Tête de Turc, où il a passé 1 an et demi dans la peau d'un Turc en Allemagne. Et il raconte le racisme ordinaire allemand, il raconte les conditions de travail dégradées pour les travailleurs immigrés turcs. C'est un monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques mois. Et évidemment, j'en garde un souvenir indélébile de rencontrer ce monsieur. J'ai fait une partie de ping-pong avec Günter Wallraff, c'est quand même très drôle. Et j'ai même pas réussi à le battre d'ailleurs, alors qu'il a 80 ans, c'est quand même drôle. J'ai mon coup droit qui faiblit un peu. Lui, c'est le grand patron de l'infiltration et c'est, je pense, grâce à lui que je me suis lancé là-dedans. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de Florence Aubenas, mais elle en a fait une. Et après, en déroulant un peu la pelote du journalisme d'infiltration, je me rends compte que ce monsieur-là, il en a fait une 40aine ou une 30aine. Quand je lui ai posé la question, d'ailleurs, il savait même pas me répondre précisément combien il en avait fait. Mais lui, il a fait ça toute sa carrière. Et c'est assez bluffant de pouvoir faire ça. Sinon, je peux aussi vous citer un autre livre qui m'avait vraiment marqué. C'est un livre d'un journaliste français qui s'appelle Arthur Freyer, qui en 2011, 2012, je ne sais plus exactement, avait écrit Dans la peau d'un maton. Il avait passé le concours de la pénitentiaire, il était devenu surveillant de prison, et il racontait l'envers du décor dans les prisons en France. Je pense que ça, par exemple, ça pourrait mériter une infiltration aussi, de retourner dans les prisons françaises et de raconter aujourd'hui où on en est. Et pareil, lui, j'ai eu la chance de le rencontrer aussi, et ce sont toujours des souvenirs très importants parce que lui m'a aussi donné envie d'y aller, quoi. De me dire, lui, il le fait, pourquoi pas moi. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. À présent, nous retrouvons Michael et Romain, tous deux libraires à dialogue au rayon sciences humaines. Ils nous proposent chacun d'embarquer aux côtés de journalistes d'investigation dans des enquêtes inoubliables. Les humbles ne craignent pas l'eau. C'est un récit de Matthew Aikins, grand reporter pour le New York Times, qui nous mène sur les routes de l'exil de l'Afghanistan à l'Europe. Voici un coup de cœur de Romain qui nous en dit quelques mots. Un de mes gros coups de cœur de cette année, c'est Matthew Aikins, Les humbles ne craignent pas l'eau. Donc un voyage infiltré aux éditions du Sous-sol en collaboration avec les éditions du Seuil également. Donc c'est traduit de l'anglais des États-Unis. Matthew Aikins, il était reporter, il est toujours reporter en fait, spécialiste du Proche et Moyen-Orient. Et il était devenu ami avec son traducteur en Afghanistan. Et malheureusement, en 2016, ce traducteur décide de quitter l'Afghanistan. Parce qu'il sait malheureusement il ne va pas être protégé par les Américains, et il décide d'aller en Europe. Et Matthew Aikins va le suivre en infiltration avec les migrants. Nous sommes donc en 2016, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était malheureusement la grande crise avec cette fameuse route des migrants, notamment dans les Balkans. Et donc nous suivons ces deux amis, Mathieu et Omar, direction l'Europe, donc traversant le Proche et Moyen-Orient, la Grèce, pour arriver en Europe. Malheureusement, on trouve toutes les brimades subies par ces migrants tout au long du voyage, toutes les passions tristes qui peuvent traverser toutes ces personnes, mais c'est également une belle histoire d'amitié et de solidarité. Voilà, c'est un livre extrêmement touchant et qui amène à voir cette situation à hauteur d'homme. Écoutons tout de suite Michael nous parler de Tokyo Vice, le livre du journaliste américain Jake Adelstein, qui fait actuellement l'objet d'une adaptation en série. Tokyo Vice, c'est l'histoire de Jake Adelstein, qui arrive de son Missouri natal en 1993 au Japon, à Tokyo. Il n'a que 24 ans. Et il va passer le concours d'entrée au plus grand quotidien national japonais, le Yomiuri Shimbun. Et très vite, par ses qualités journalistiques, il va devoir couvrir en étroite collaboration avec la police les affaires liées à la prostitution et au crime organisé. Et qui dit crime organisé au Japon dit Yakuza. Et en fait, ce Jake Adelstein va se retrouver un peu dans la position d'interface entre la police, les forces de police et les Yakuza. Ce qui fait que c'est
grâce à lui qu'à une époque, on a découvert la réalité de ce que sont les Yakuza. À tel point que son enquête va avoir un retentissement important au Japon et aux États-Unis. Il a même fallu exfiltrer sa famille. Lui-même et sa famille ont ensuite été placés sous la protection du FBI aux États-Unis. Ce qui montre que son enquête a eu un impact réel pour la société japonaise et à l'échelle des relations entre les États-Unis et le Japon. Pour terminer, je peux juste dire que Roberto Saviano, autre grand connaisseur et personne qui a décrypté la mafia italienne, napolitaine pour être précis, dans Gomorrah, a qualifié Tokyo Vice de récit inestimable, féroce et rigoureux. Adelstein décrit la mafia japonaise comme personne. Bel hommage de Saviano à Jake Adelstein. Les éclaireurs de dialogue, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Valentin Gendreau, Michael et Romain. Vous pouvez retrouver tous les titres cités dans cet épisode sur notre site librairiedialogue.fr et dans la description de cet épisode. Le podcast Les éclaireurs de dialogue est disponible sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez noter, partager, commenter ce podcast, ou même les 3 à la fois, et surtout, parlez-en autour de vous. À très vite pour de nouvelles découvertes.